Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette 5e émission d'Hexagone. Et pour ce numéro, nous accueillons un invité particulier. Georges Forest, bonjour. Bonjour Vous Valérie. savez que jusqu'à maintenant, on a reçu des anciens premiers ministres français. Vous n'êtes ni homme politique, ni français, mais alors vous êtes vice-roi du Katanga. Je plaisante parce que c'est comme ça qu'on vous a surnommé. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi votre histoire personnelle fait de vous un Africain? Mais d'abord, nous sommes nés en Afrique. L'histoire de la société a plus de 100 ans. Mon père est arrivé en 1921, il a créé sa société en 1922. Et depuis lors, nous sommes toujours là. Et le groupe appartient toujours à la famille depuis plus de 100 ans. Et on a traversé toutes les crises que On va y l'Afrique a pu venir sur connaître, les et crises. puis le Congo. Donc on a développé énormément, on a créé de l'emploi, beaucoup d'emplois, des milliers d'emplois, dizaines de milliers d'emplois. Et nous avons fait aussi beaucoup de social. Alors justement, vous dites que l'entreprise est là plus d'un siècle. Vous avez publié Un siècle de rêve aux éditions du Cherche Midi, pour ceux qui voudraient aller plus loin. Euh, Comment résiste-t-on dans un pays comme la RDC aussi longtemps avec autant de crises? Mais il faut savoir connaître les Africains. Ce sont des gens extraordinaires, mais il ne faut pas les négliger non plus, les considérer comme des secondes zones. Ce que les Européens ont tendance à faire, vouloir donner des leçons. Non, On y viendra aussi. il faut travailler avec eux en parfaite Vous collaboration. dites les Européens, pourtant vous êtes de nationalité belge au départ, vous avez obtenu la nationalité congolaise, hein. Oui. Donc là vous êtes un véritable Africain. Mais je me suis toujours considéré comme un Congolais et pas comme un Belge. Mais j'ai obtenu la nationalité belge plus tard. J'étais au départ néo-zélandais, parce que nos origines sont néo-zélandaises. Donc, mes esprits, j'ai grandi en Afrique toujours, donc je suis intégré totalement dans la culture africaine. J'ai la chance d'avoir cette double culture aussi, qui me permet de pouvoir être entre l'Europe et l'Afrique et faire le lien entre l'Afrique et l'Europe, parce que j'ai la culture européenne par mes parents, la culture également de l'Océanie par mon père, et africaine parce que je suis né en Afrique. Donc j'ai cette chance d'avoir cette Donc ce sont multiculturalité. vraiment vos racines Les là-bas. racines. Mais quand même, vous avez traversé des crises énormes. En 78, vous avez failli être pris en otage. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Mais quand j'ai été mis au mur, d'abord, ils me considéraient comme un proche des Français parce que souvent je représente depuis de nombreuses années les intérêts français. D'abord à Colombie, après j'ai été consul pour le Katanga, consul honoraire. D'où le surnom, Le- vice-roi du Katanga. Voilà, c'est pas dû parce que j'étais consul, mais par mes activités, parce que j'ai créé beaucoup d'emplois et du social au Katanga. Donc si j'ai été sauvé, c'est par mes travailleurs qui sont mis devant quand on a voulu me fusiller. Pourquoi? Parce que nous avons toujours fait le social. Mes parents nous ont éduqués. Quand un pays te donne quelque chose, redonner une partie à la population, ce que nous faisons. Et là, la population nous est reconnaissante pour tout ce qu'on fait. On les exploite, on les considère, ils sont bien rémunérés, ils sont bien traités. Nous avons les hôpitaux, ils sont soignés. Donc Les vous, enfants, vous financez des hôpitaux. nous finançons les hôpitaux. Vous avez un lien, je crois, avec le docteur Mukwege, qu'on connaît ici en France pour être le docteur qui répare les femmes, c'est-à-dire qui récupère dans son hôpital, j'y suis d'ailleurs allée, des femmes qui ont été sauvagement violées et parfois même atteintes dans leur chair. Mais le docteur Mukwege, on l'a connu il y a des années. Bien avant qu'il soit prix Nobel de la paix Personne ne en le connaissait, 2018. personne Oui. ne le connaissait. On me l'a présenté en me disant voilà un homme extraordinaire, et c'est vrai, qui fait beaucoup pour les femmes, mais il n'a pas les moyens pour continuer à progresser. Donc j'ai dit ok, on a accepté de financer, et depuis lors on a financé pendant 10 ans toute l'équipe médicale qui allait former les médecins et former le docteur Mukwege et développer l'hôpital. Et nous avons financé également le nouveau centre d'opération qui a été inauguré il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Mais alors, oui, il a failli être candidat à la présidentielle. Oui, mais ça c'est une question qu'on en a discuté souvent avec lui. Je trouvais une erreur. J'estimais qu'il était très bien dans son rôle de médecin, de, de prix Nobel. Ça devait rester le symbole de ce prix Nobel pour l'Afrique et pour le Congo en particulier.
Alors, vous le disiez, vous avez d'un côté les affaires dans différents domaines, vous avez aussi le social, mais quand on regarde le classement du développement humain pour la RDC, il est encore très loin de ce qu'il faudrait. La RDC est classée 179e sur 191 pays. Vous investissez sur l'éducation également. Mais d'abord, un pays se construit par l'éducation. Donc il faut absolument remettre l'éducation en marche et développer l'éducation. Mais il faut aussi permettre que les investisseurs viennent. Et l'Europe a un rôle à jouer. Or, elle a laissé un boulevard aux Chinois, Oui, aux Indo-Pakistanais. on va y venir, mais restons d'abord sur la RDC. Et ce que vous faites en matière d'éducation et de social? Mais nous avons les écoles, parce que Quand vous dites nous avons les écoles, c'est-à-dire vous nous financez... finançons des écoles, nous Ouais. finançons des gens qui vont étudier, des milliers d'écoliers comme ce que nous finançons. Des écoles ils vont gratuitement. Nous avons des hôpitaux qui sont ouverts à toute la population, moyennant un paiement, mais ce n'est pas un centre de profit, au contraire, ça nous coûte chaque année énormément. Mais ce sont des choses qu'on doit faire pour la population. Malheureusement, il n'y a pas assez, parce que l'État est souvent défaillant dans beaucoup de domaines. Et comme je l'ai dit tout à l'heure au début, qu'un État se construit au départ d'éducation. Bien sûr. Donc le président Félix Tshisekedi vient d'être réélu. Il inscrit le pays sur le chemin de la démocratie, de la stabilisation des institutions. Est-ce que vous pensez que c'est propice justement pour le climat des affaires? Mais le président Tshisekedi a de bonne volonté, il veut faire les choses. C'est pas simple. D'abord, il a hérité d'une situation qui n'était pas des meilleures. Il a son entourage qui est là. Il devrait peut-être un peu modifier son entourage pour le rendre plus efficace. Est-ce que vous êtes l'homme qui murmure à l'oreille des présidents congolais? Je leur dis ce que je pense. Bon, alors ça, vous lui avez dit au président Je Tshisekedi? l'ai déjà dit. Il vous écoute? Parfois, il m'écoute, c'est-à-dire prendre des décisions, mais je lui dis. Revenons aux affaires et vous parliez tout à l'heure donc des investisseurs européens qui ne sont peut-être plus assez nombreux au détriment donc de la France, de l'Europe, et qui attirent du coup trop d'investisseurs chinois, indo-pakistanais. Mais oui, Qu'est-ce parce qui que, s'est passé pour que l'Europe abandonne l'Afrique? vous savez, l'Europe a quitté avec toutes ces règles qu'elles ont mis les banques sur l'éthique. Je suis tout à fait pour l'éthique, mais il faut respecter aussi la culture des Africains. On respecte bien la culture des Asiatiques en Asie. Dans les pays arabes, on respecte leur culture. En Inde, on respecte leur culture. Pourquoi ne respecteront pas la culture africaine aussi? Non. On veut que les Africains soient comme les Européens. C'est une erreur. Respectons-leur. Et la colonisation, si elle n'a pas toujours bien marché, pourquoi? Parce qu'on a voulu détruire leur culture. Or, quand on a été là-bas, il y avait une culture, On a voulu imposer la nôtre. la Ouais. nôtre. Or, ils avaient de l'art. Leur art, aujourd'hui, tout le monde la reconnaît. On dit magnifique. Mais à l'époque, on les brûlait. On voulait imposer le catholicisme. Pourquoi? Non, on peut faire les choses en parallèle. Et on aurait évolué nettement mieux. Et je crois qu'aujourd'hui, l'association entre l'Europe et l'Afrique aurait été nettement solide et efficace. Donc il faut revenir à d'autres conditions, pas en donnant de leçons. Il faut venir parler d'égal à égal, de gagnant à gagnant. Et alors demander aussi aux banques ici qui ferment les comptes des gens qui travaillent, qui opèrent en Afrique et particulièrement au Congo. Alors comment voulez-vous que les gens aillent investir? Même s'il y a des bonnes volontés qui veulent aller investir, ils ne peuvent pas. Là, vous les voyez, les investisseurs. Alors, rappelons que vous êtes quand même le premier employeur, c'est ça, de RDC. Premier employeur Donc, privé, oui. hein, c'est ce qui est quand même colossal. Donc, est-ce que vous aidez, vous, d'autres investisseurs à venir Oui, parce s'installer, qu'il y a de la place ou pour c'est de la tout le monde. concurrence? Non, non, au contraire. Il y a de la place pour tout le monde. Nous développons aujourd'hui différents projets. Nous faisons un projet agro-industriel qui est énorme. Nous avons plus de 900 000 hectares, on a 60 000 têtes de bétail, 10 000 hectares de maïs, on fait du blé, on fait 72 000 tonnes de biscuits. Notre objectif est de la terre au produit fini localement, importation zéro. Mais il y a de la place pour tout le monde. C'est un pays très grand. Oui. C'est un pays qui est très grand, Très 80 riche. millions d'habitants. Oui. Très riche, oui. Moi, on parle toujours de sa richesse minérale. Mais non, sa richesse, c'est la terre et l'eau. Elle a une terre fertile, qui est vierge. Vous avez le réseau lacs, hydrographique, le deuxième au monde après le Brésil. C'est fabuleux. Il pleut 9 mois sur 10 par an.
de développer l'agriculture. L'agriculture est nettement plus importante que les mines. Ça, c'est la vraie richesse Parce du que pays. vous avez commencé dans les mines, aujourd'hui vous êtes notamment dans l'agriculture, et vous le dites, on passe du sous-sol au sol. Oui, La richesse, elle est maintenant au c'est sol. la revanche du sol au sous-sol. Voilà. Et je crois que c'est ça qu'il faut le faire. Et le sol est plus riche que le sous-sol. Alors, vous êtes quand même aussi très optimiste sur l'Afrique. Vous pensez que l'Afrique va peut-être devenir la première puissance, le premier continent. Donc, il y a du chemin quand même à faire pour dépasser l'Asie, pour dépasser les pays du G8. Vous savez, on sous-estime l'Afrique. Parce qu'on dit qu'il faut des années. Mais l'Afrique s'est occupée à se réveiller. Et si vous voyez bien qu'elle prend ses distances doucement, même si elle doit vivre beaucoup plus pauvrement aujourd'hui, mais elle va prendre sa vengeance, sa revanche, parce qu'elle veut se développer. Et elle va se développer. Et moi, je vous dis que si l'Europe ne fait pas attention, elle n'a pas de richesse, d'ici en 2050, c'est peut-être l'inverse. Ce sont les Européens qui vont émigrer en Afrique. Ça, vous Pas croyez l'inverse. vraiment, même avec le réchauffement climatique? Oui, Oui. oui. Et ça, je ne suis pas convaincu que l'accueil sera aussi bien À ce du fait moment-là. qu'on les accueille mal, nous aussi. Donc aujourd'hui, vous confirmez qu'il y a beaucoup d'investisseurs chinois et indo-pakistanais qui sont... Est-ce qu'on peut Parce dire qu'ils- qu'ils font main basse sur l'Afrique? Oui, ils font main basse, ils prennent tout. Mais les Africains ne les aiment pas tellement non plus parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas le même respect que nous, les Européens, on a. Donc finalement, il y a plus de respect de la part des Européens. Certainement. Oui. Mais ils voudraient bien que les gens viennent. Mais la mentalité vis-à-vis de l'Europe a changé aussi parce qu'avec ces visas qu'on supprime, qu'on ne donne pas de visas aux étudiants. On sait quand un étudiant vient étudier dans un pays, quand il retourne chez lui, qu'est-ce qu'il a? Il a ce sentiment où il a étudié. Il a créé des liens d'amitié, même de famille parfois. Donc quand il retourne dans son pays, il a toujours ce sentiment de revenir là. Donc il y a ce lien qui se fait, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Donc ces gens, pour eux, ils vont étudier où? En Chine, en Russie, en Inde, en Turquie ou dans les pays, en Amérique, en Angleterre. Mais eux, ils ont encore une autre mentalité que les Français, les Belges, tout ça. Donc c'est une différence. Mais vous savez que l'Africain n'a pas tellement envie d'immigrer. Il aime bien rester chez lui. Si on lui donne les moyens? Mais si on lui donne les moyens, si les gens investissaient, si on pouvait développer l'activité dans l'Afrique, mais ils vont rester chez eux. Les Chinois, quand ils viennent, ou les Indiens, malheureusement, les Turcs, ils viennent avec leurs agents. Ils ne créent pas de l'emploi. C'est ça la différence. Il faudrait que les Européens reviennent, retournent et créent de l'emploi. Et à ce moment-là, on va arrêter l'immigration. Mais tant qu'on ne le fait pas, et tant qu'on bloque et qu'on embête tous les investisseurs qui vont là-bas, Comment vous pourriez définir aujourd'hui l'état des relations entre la France et l'Afrique? On dit que la France a perdu beaucoup de son influence en Afrique. oui, parce que, comme je dis, il faut pas toujours aller en donnant des leçons, même si on fait une activité, même si on fait un investissement en Afrique, même si c'est vous qui avez apporté l'argent, ne dites pas, grâce à nous, on a fait ça. Vous voyez, nous avons fait ceci. Non, ensemble, nous l'avons fait. Parce qu'en fait, on contribue aussi. Si vous avez investi, c'est parce qu'ils vous ont donné la possibilité d'investir. Ou ils vous ont donné les terres, ou ils vous ont donné les mines, ou les concessions. Donc c'est quand même avec eux qu'on participe. Ce n'est pas vous seul. C'est un ensemble, c'est une équipe. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on n'a pas su, en France, réinventer la politique franco-africaine? Non, on n'a pas su. Parce qu'on est toujours venu en donnant des leçons. Et en voulant montrer qu'on était supérieur à eux. Non, on n'est pas supérieur, on est égal. Ils sont indépendants. On leur a donné l'indépendance alors. Estimons qu'ils sont égaux à nous. Alors, vous avez connu tous les présidents congolais. Est-ce que vous avez connu tous les présidents français? Pas personnellement, mais oui, je les ai vus. Alors- J'ai vu leur politique. Lequel, justement, a le mieux compris l'Afrique? Je crois que c'est Chirac. Bon, on connaissait un petit peu la réponse, parce que c'est vrai qu'il a cette réputation. On l'appelait d'ailleurs Chirac l'Africain, comme vous. Oui. Hein. Mais c'est vrai, il faut les reconnaître. Les autres ne connaissent pas, n'ont pas connu l'Afrique. Chirac respectait mieux les Africains que les autres. Donc il y a un virage qu'on n'a pas su prendre. Voilà. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui au président français? D'avoir un dialogue franc et sincère et pas de jouer des doubles jeux. Par exemple, au Congo, on a le problème quand même qui existe
il faut être honnête, de l'Est. Il faut bien dire que chaque pays a le droit d'exister, mais chaque pays doit respecter les frontières de l'un et de l'autre. Alors, expliquons pour les gens qui ne connaissent pas forcément le problème que il y a depuis des années maintenant des exactions qui sont commises par des rebelles à l'est du pays, notamment dans le Kivu. Cette situation, elle est ingérable, elle ne s'arrêtera jamais. On parlait des femmes violées tout à l'heure. Tout ça est le résultat de ça. Oui, c'est inacceptable, mais les gens ne parlent pas trop. Quand je vois ce qui se passe en Ukraine, ou même maintenant à Gaza, tout ça, les gens crient, la population européenne et le monde se lève. Les millions de morts qu'il y a eu au Congo, personne ne parle. On en parle très peu, c'est vrai. C'est scandaleux. On parle des femmes violées parce que le docteur Mukwege... Parce qu'on fait du bruit. Oui, a fait du bruit autour de ça. Mais qu'est-ce qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais je crois qu'il faut obliger également de prendre des mesures assez strictes vis-à-vis du Rwanda pour qu'elle respecte les frontières du pays, qu'elle n'envahisse pas et qu'elle n'arme pas. Quand vous dites qu'il faut prendre des mesures strictes, qui doit prendre ces mesures strictes? Mais ça, c'est le monde de l'extérieur, c'est l'ONU. L'ONU qui a les possibilités, les moyens de mettre des pressions pour qu'on arrête ces crimes. Or, les pressions, je ne vois pas. Quand on envoie même les troupes de l'ONU, qu'est-ce qu'elles font? Les troupes de l'ONU ne font rien. Et quand les Africains disent oui, qu'elles partent, ils n'ont pas tort, parce qu'ils ne consomment rien sur place, ils importent tous leurs produits, ils ne font pas vivre l'économie. 20 000 personnes qui sont là, ça coûte une fortune. Est-ce qu'ils interviennent pour arrêter les massacres? Est-ce qu'ils interviennent pour arrêter tous ces viols? Il y a à la fois les viols, les massacres, et les gens qui sont sur les routes, qui sont chassés de chez eux. Ils font rien, ils regardent, ils observent. Peut-être eux sont dans le jeu aussi. Hein. Est-ce que vous avez le sentiment que la France soutient le Rwanda dans cette triste histoire? Ça, c'est de la politique un peu française. C'est de la géopolitique. De la géopolitique. Mais je crois que c'est l'erreur. Elle ne devrait pas soutenir, elle devrait rester neutre. Elle doit appliquer une politique de pays qui veut développer l'Afrique, qui veut aider l'Afrique. Et pour aider l'Afrique, elle doit être juste avec les deux. Elle ne doit pas avoir peur de dire aux Rwandais, écoutez, arrêtez maintenant, ça suffit, soyons logiques. Quand on voit qu'on dit que le Rwanda a des mines de cobalt et exporte le cobalt, mais le cobalt vient d'où? Elle vient du Congo, donc, enfin le coltan, je veux dire. Alors, soyons logiques. Est-ce que vous avez le sentiment que ces histoires, le retrait de la France, les relations qui sont plus difficiles, provoquent un ressentiment anti-français au Congo? Mais oui, c'est cette façon d'agir et de faire les choses, forcément. Si en revenant de l'histoire du Rwanda et la France reçoit avec beaucoup d'honneur dernièrement le président Tshisekedi. Ça se passe bien par rapport à son premier voyage au Congo. 15 jours après, on signe un accord militaire avec le Rwanda. Je crois qu'il faut avoir un peu de psychologie aussi. Il faut savoir faire les choses correctement. Alors, vous suivez, j'imagine, l'actualité en France. Vous savez qu'il y a il y a une diaspora importante des Congolais en France, en Belgique également. Est-ce que la montée de l'extrême droite inquiète cette diaspora? Montée de l'extrême droite aussi également en Europe. Est-ce que ça vous inquiète également? Elle inquiète tout le monde. Parce que des extrémistes, c'est vrai que on parle de l'immigration, tout ça, ils peuvent être inquiétés. Mais je pense que ceux qui se sont intégrés ne seront pas plus inquiétés que ça, parce qu'il y en a qui sont aussi en politique en France et en Belgique ou ailleurs. Donc ils font de la politique aussi. Ils peuvent aussi donner une certaine influence dans la politique européenne comme en Afrique. Nous avons parlé tout à l'heure d'ingérence. Est-ce qu'il y a eu une tentative de coup d'État, enfin on ne sait pas très bien, il y a quelques jours en RDC, on parle d'ingérence étrangère. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez sur ce qui s'est passé? Écoutez, je n'étais pas présent et j'étais à l'extérieur. Mais vous suivez quand même un petit peu ce qui se passe là-bas, même quand vous n'y êtes pas. Il y a eu une tentative de coup d'État, d'ingérence. Ou de déstabilisation. Il y a eu des étrangers, ensuite des Américains dans l'opération. C'est 40 personnes. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'elle allait suivre et pas suivre? On ne sait pas très bien. Là, heureusement que l'affaire a été neutralisée très vite.
Donc maintenant, l'enquête est en cours, on pourra savoir quels étaient les vrais objectifs et qui étaient vraiment derrière ces opérations. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une ingérence étrangère fréquente de la part des Américains, peut-être des Russes, peut-être des Chinois, pour achever finalement cette relation qui se distend entre l'Europe et l'Afrique? Je ne pense pas que l'influence joue là-dedans. L'influence est les Chinois ont suffisamment de position économique que pour intervenir là-dedans comme les autres. Je ne vois pas l'Europe jouer. Aujourd'hui, l'Europe n'a pas. Non, mais justement, est-ce qu'il y a une ingérence de la part des autres continents, des autres pays, Non, pour non. finalement éloigner encore l'Europe? Non, l'Amérique a besoin de matières premières, elle a besoin de produits stratégiques. Je ne crois pas qu'elle veut éloigner l'Europe. Au contraire, je crois qu'elle voudrait jouer avec l'Europe. Mais il faut que l'Europe accepte de jouer aussi avec l'Amérique. Mais elles ont des politiques tellement différentes. Justement, comment vous la notez, la différence entre ces politiques? Comment vous pourriez la définir? Mais les Américains veulent jouer avec l'Europe, mais ils sont aussi très American first, d'abord l'Amérique. Oui, ça reste Et ça restera vrai. toujours, quel que soit le président. Il y en a un qui dit plus fort que les autres, mais dans le fond, ils sont tous comme ça. Il faut que l'Europe joue aussi son autonomie. Or, on dépend beaucoup de l'économie avec le dollar. Malheureusement, l'Europe devrait aussi pouvoir imposer l'euro. Et elle pourrait être beaucoup plus indépendante dans un rôle économique et politique en Afrique ailleurs, avec un euro fort, qui est fort, mais en imposant également dans le système commercial et pas laisser le dollar prendre le dessus. Est-ce que ça a un sens encore, finalement, que la France ait des relations privilégiées ou anciennement privilégiées? Est-ce qu'au fond, ce n'est pas ça le problème? C'est-à-dire que s'il y avait une vraie politique européenne en direction de l'Afrique, ce ne serait pas beaucoup plus intéressant pour l'Afrique et pour l'Europe également? Oui, mais ce que je dis, Oui, ce que vous dites. ce que je disais, l'Europe n'a pas de politique sur l'Afrique. C'est par coup, tout d'un coup on réfléchit, on se réveille, on dit, oh, ça, Oui, on mais y va. est-ce que parce que finalement c'est un problème européen, c'est-à-dire que chaque pays va de sa propre initiative sans qu'il y ait une initiative commune au niveau de l'Europe? Mais est-ce que l'Europe elle-même a une politique? Elle est difficile, on le voit là en ce moment. Donc, c'est la question à se poser. Si déjà à l'intérieur, ils ont des problèmes, comment voulez-vous qu'ils aient une politique à l'extérieur? Moi, je trouve que et c'est vrai que dans un premier temps, ce sont les pays comme la France, est quand même une des grandes puissances, qui doivent montrer l'exemple vers l'Afrique. Et les Africains, je crois, que tentent ça. Mais le rendez-vous n'y est pas. Georges Forest, je vais vous laisser le mot de la fin. Pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce que vous pourriez dire de la RDC pour avoir envie d'aller visiter ce pays? Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, alors qu'il y a des endroits qui sont absolument sublimes, mais un peu dangereux. C'est un pays fabuleux, avec des endroits magiques. Je crois qu'ils sont parmi les plus beaux endroits au monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, y aller, faire du tourisme, ce n'est pas l'idéal parce qu'il n'y a pas de sécurité partout, malheureusement, et les moyens de transport et de communication ne sont pas là. Mais je crois qu'il ne faut pas se décourager. Ce que je dis plutôt, c'est que les gens aient à investir, créer de l'emploi et remettre ce pays sur des bonnes voies, dans une forme d'éthique et de bonne gestion, et de se développer cette population qui mérite beaucoup d'attention. Et c'est un pays fabuleux qui pourra demain nourrir l'Afrique et peut-être pas, pourquoi pas l'Europe, avec toutes les richesses qu'elle a. Merci beaucoup, Georges Forest, pour cet entretien. Je rappelle votre livre, pour ceux qui nous regardent, Un siècle de rêve, aux éditions du Cherche Midi. Merci à vous. Merci beaucoup, Valérie. Merci.